Allez, on se pose la question parce qu'il faut se la poser évidemment. Est-ce qu'il faut redouter ou pas une explosion des plans sociaux et du chômage? Est-ce qu'il y a une vraie menace sur l'emploi en France? On a vu ce week-end ce qui s'est passé avec Alinéa. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. On sait que, pardon, petit pas de côté, mais le gouvernement nous a toujours dit la stratégie, c'est de préserver l'emploi à court terme, ce dispositif de chômage partiel, plus de 20 ou 24 milliards d'euros de coûts pour les finances publiques, ce qui n'a pas empêché, ce qui est normal, 250 000 personnes de pointer à Pôle emploi en mars. Essentiellement, on l'a dit ici, des personnes qui sont plutôt précaires, qui n'ont pas vu leur contrat renouvelé, des intérimaires. Vous-même à l'OFCE, vous avez fait au calcul? Vous avez calculé qu'il fallait compter, je crois, entre mi-mars et mi-mai, 500 000 demandeurs d'emploi en plus. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se serait passé si le gouvernement n'avait pas mis ces 24 milliards d'euros sur la table pour payer le salaire de la moitié des Français dans le privé? C'est assez simple, il y aurait eu 10 millions de chômeurs en plus. 10 millions. Donc il fallait le faire. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Oui, il fallait le faire. Parce que non seulement il y aurait eu 10 millions de chômeurs en plus, mais il y aurait eu aussi un tissu productif qui aurait été dévasté. Enfin, voilà, on va peut-être parler de l'automobile ou de la distribution. Mais dans l'automobile ou dans la distribution, il y a eu un arrêt de l'activité. Et donc, voilà, vous ne pouvez pas tenir très longtemps dans ces secteurs-là avec zéro d'activité pendant le confinement. Donc, si on n'avait pas mis ça en place, il y aurait eu des faillites massives dans ces secteurs. Et donc, du coup, à la fois des effets sur l'emploi, mais aussi des effets sur la capacité de rebond de l'économie française. Sauf que ça c'est le confinement. Maintenant, ça y est, il y a une reprise lente, progressive du travail. L'activité reprend tout doucement. Certains pourraient se dire, c'est bon, le plus dur est passé. Peut-être que non. C'est ça, en fait, mon point et ma question. C'est que si le redémarrage est plus lent que prévu, les coûts, eux, ils sont là. Je veux dire, même s'il y a toujours ce dispositif dont le gouvernement veut sortir partiellement à partir du mois de juin. Mais voilà, si le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur et que les coûts sont là, pour le coup, il y a ce risque d'avoir, j'aime pas ce mot, des ajustements, encore une fois, des plans sociaux dans les semaines, dans les mois à venir. Certains disent que le moment de vérité, c'est maintenant, c'est le deuxième trimestre. Alors, le moment de vérité, ça va être maintenant, ça va être aussi le reste de l'année. Ça va être assez compliqué ce qui va se passer parce que ça va beaucoup dépendre des secteurs. Alors, d'abord, il y a des secteurs qui vont être plus ou moins aidés. Il va y avoir des plans de relance dans certains secteurs. Vous l'avez de toute façon signalé, il y a le fait que les secteurs peuvent aujourd'hui continuer à recourir au chômage partiel. Donc, ça, c'est quand même un instrument important. Mais on est dans une situation qui est vraiment très, très particulière parce que les gens n'ont pas consommé pendant 2 mois. Il y a un certain nombre de consommations qu'ils ne vont pas pouvoir reprendre dans les semaines qui viennent, voire dans les mois qui viennent, voire dans l'année qui vient. Par exemple, ça va être très difficile de prendre l'avion pour aller à l'étranger. Ça va être très difficile d'aller dans un restaurant dans les semaines qui viennent. Donc il y a un certain nombre de consommations qui vont continuer d'être empêchées. Mais par contre, les gens ont quand même eu leurs revenus soutenus. Ils ont mis de côté. Ils ont mis de côté, donc on a estimé que pour 8 semaines de confinement, 50 milliards. Voilà, 50 milliards d'euros d'épargne, et qui sont plutôt concentrés dans ceux qui ont fait des économies, c'est-à-dire ceux qui habituellement consomment du restaurant et des voyages. Donc la question c'est est-ce que ça sera thésaurisé ou dépensé? Oui, mais il y a des chances que ça soit quand même en partie, voire en grande partie dépensé. Et pour ces catégories qui sont plutôt des catégories aisées, ça peut très bien se dépenser sur des secteurs où ils dépensaient un peu moins jusqu'à maintenant. Donc ce que vous ne dépensez pas dans le restaurant ou dans le voyage, vous allez peut-être le dépenser dans l'automobile, parce que l'automobile, finalement, c'est peut-être une réponse aux problèmes sanitaires et aux transports en commun. Et puis de toute façon... Si la voiture est propre, parce qu'après ça crée d'autres problèmes. Oui, si la voiture est propre et que vous êtes le seul à l'utiliser, mais... Et puis c'est aussi une... Ah non, mais je parlais en termes sanitaires, pas en termes écologiques. Oui, c'est un sujet aussi. Oui, c'est un sujet aussi. Mais... Et puis, si les voyages que vous n'allez pas faire à l'étranger, vous allez peut-être vouloir les faire en voiture à l'intérieur de la France ou à l'intérieur de l'Europe. Donc, c'est pas du tout dit que le secteur automobile se trouve pas, finalement, plutôt boosté par cette crise. Oui, j'ai lu qu'il y avait 1 an de stock de bagnoles. Là, alors, il y a 1 an de stock. Ah. Mais, enfin bon, 1 an de stock, ça me paraît un peu exagéré parce que... J'ai vu le chiffre passer. 2 mois de consommation en moins, ça fait pas 1 an de stock. Enfin, ou alors il y a, on a mis sur le compte de ces stocks un peu plus que ce qu'on n'a pas vendu pendant les 2 mois de confinement. Mais pendant les 2 mois de confinement, personne n'a acheté d'automobile parce que les concessionnaires étaient fermés, parce que vous n'utilisiez pas votre automobile. Donc, à quoi ça sert d'en acheter une? Mais il y a quand même tout un tas d'achats automobiles qui ont été reportés. Vous deviez changer votre voiture parce qu'elle était trop âgée ou parce que je ne sais pas quoi. Enfin bon.
cet achat, il va avoir lieu maintenant. Donc, ce qui se passe dans l'automobile, c'est il va avoir lieu maintenant ou pas, encore une fois. Non, mais ce qui se passe dans l'automobile, c'est... Non, mais si, quand même, parce qu'il y a quand même un peu des nécessités. Les gens, ils n'achètent pas des automobiles juste pour se faire plaisir. Ils achètent des automobiles... Ah, mais est-ce que je vais garder mon job? Est-ce que je vais avoir une pression sur mes revenus? Est-ce que je ne vais pas décaler ça? On verra ça en 2021, quand on y verra plus clair. Ouais, mais enfin, s'il y a une chose qui est claire, c'est que dans l'automobile, les achats qui ont été reportés, ils peuvent être rattrapés. Dans la restauration, les repas que vous n'avez pas pris au restaurant pendant la période de confinement, ils sont perdus. Vous ne les reprendrez pas plus tard. Et donc là, on est consommation. Moi, je reviens sur le côté chômage, enfin, et plans sociaux et emploi. Et juste un mot sur certains disent qu'il y a un effet secondaire avec indésirable lié au chômage partiel, parce que des boîtes, certaines, peut-être préféraient conserver justement cette sécurité tant qu'elles n'ont pas une meilleure visibilité sur leurs revenus et pas continuer à bénéficier alors que peut-être qu'elles ne pourraient pas le faire du chômage partiel. Alors, il y a un problème effectivement avec le chômage partiel, c'est une incitation à ne pas produire. Le problème des entreprises, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait sûres d'avoir de la demande. Ouais. Elles ne sont pas tout à fait sûres de ne pas avoir des responsabilités légales sur la question de la santé de leurs salariés. Ouais. En cas d'infection du salarié. Voilà, qui eux-mêmes n'ont peut-être pas très envie de venir ou vont être tatillons sur les mesures de sécurité sanitaire qu'on leur propose. Voilà, donc ça arrange tout le monde, mais en même temps, c'est du coup, enfin, vous voyez, c'est mortifère en même temps. C'est pas une incitation à trouver des solutions à ces problèmes-là. Ouais. Donc, pourtant, c'est quand même le boulot des entreprises que de faire ça. Donc là, la position de Muriel Pénicaud est de dire on va remettre des incitations en diminuant l'indemnisation qui correspond au chômage partiel. Ouais. Pour que il y aura une plus grande prise en charge par l'entreprise et moins par l'État et l'UNEDIC. Et ça va constituer un aiguillon pour reprendre l'activité parce que il va bien falloir... Donc à juste titre, enlever la béquille à juste titre. Alors à juste titre, mais en même temps... Ça dépend des secteurs. Voilà, ça va dépendre des secteurs et des cas. Il y a des cas dans lesquels l'aiguillon va effectivement aiguillonner pour une reprise de l'activité. Il y en a d'autres dans lesquels ça va s'ajouter au flot des mauvaises nouvelles. Est-ce qu'on redoute ou pas des plans sociaux en cascade? Encore une fois, avec la réduction de ce couvercle de ce chômage partiel dès le mois de juin et encore plus à la rentrée au mois de septembre. Notamment, c'est vrai que ça dépend des industries, celles qui sont les plus en difficulté, l'aéronautique, l'automobile, le tourisme. Et je pense surtout aux entreprises sous-traitantes parce que c'est pas l'Air France ou les Peugeot ou les Renault qui feront faillite, ça sera les sous-traitants qui sont juste en dessous et qui auront mangé leur trésorerie, qui seront en perte et qui n'auront pas le choix que de licencier. On va avoir des plans sociaux. Ou est-ce qu'on se fait peur là? Non, on va avoir des plans sociaux, c'est certain. Je prends l'exemple d'Alinéa, encore une fois, qui n'est pas un plan social, qui est mais je pense qu'il faut bien distinguer les secteurs. Hein. Le secteur de la distribution, du commerce, de l'hôtellerie, de la restauration va être très très lourdement touché. Parce qu'il y a des bouleversements dans la façon de consommer, dans les niveaux de consommation, dans les structures de consommation. L'automobile, c'est quand même... voilà, le problème, c'est qu'ils accumulent des coûts fixes pendant une période où ils ne vendent pas. Et ça, c'est jamais bon pour la rentabilité. Quand c'est pas bon pour la rentabilité, ça peut se traduire par des plans sociaux. Ouais. Mais je pense que... C'est marrant, c'est un autre sujet, ça. Parce qu'il y a celles qui ajustent les effectifs, pardon, j'aime pas cette expression, mais voilà, on comprend. Parce qu'il faut conserver de la compétitivité, dégradée encore une fois par une hausse des coûts. Et il y a les entreprises pour qui il faut licencier parce que c'est une question de survie. Ce n'est pas tout à fait la même configuration. Ce n'est pas tout à fait la même configuration. Et on risque d'avoir beaucoup de plans sociaux ou d'équivalents un peu silencieux dans des petites entreprises qui vont mettre la clé sous la porte parce qu'elles n'ont pas d'autre solution. Mais ces entreprises, ça peut être un restaurant qui a employé 3 personnes. Et ça, ce n'est pas forcément un plan social, c'est une faillite avec mise sur le carreau des salariés. Et ça risque de se produire dans un grand nombre de cas. Et les plans sociaux massifs dans l'industrie, dans les grandes entreprises, risquent de ne pas être la norme, malgré tout. Sauf dans quelques secteurs. Il y en a un qui est particulièrement menacé, c'est le secteur de l'aéronautique. Ouais. Là, il y a une vraie question de long terme qui se pose pour l'aéronautique. Sur la rentrée, encore une fois, c'est difficile de mettre des chiffres et puis de le séquencer, mais on sait qu'à la rentrée, a priori, ce dispositif de chômage partiel sera encore une fois allégé, enfin la part de l'entreprise sera augmentée au fur et à mesure, mais encore une fois, si l'activité, pardon de voir le pire, mais est encore trop faible à la rentrée, là on risque des licenciements secs, j'ai envie de dire, pas à l'appel, mais plus. Ben c'est sûr que plus le trou d'activité se prolonge, et moins le chômage partiel est une béquille puissante pour permettre d'alléger la masse salariale. Et puis de toute façon, il y a les coûts non salariaux qui, eux, continuent de s'accumuler, donc... plus la reprise d'activité se fait tardive, plus cette accumulation va être importante,
plus les risques de faillite vont être importants et vont augmenter. Donc c'est vrai dans tout un tas de secteurs où l'activité risque d'avoir du mal à redémarrer. Bon, les biens manufacturés, ça sera un carnage ou pas? Parce que ça peut être un carnage dans un certain nombre de secteurs. Ça peut être un carnage dans l'hôtellerie, ça peut être un carnage dans la restauration, ça peut être un carnage dans le bâtiment. Voilà, oui, c'est... Bâtiments qui ont repris, j'ai vu le taux de... pas d'activité, je crois qu'on appelle ça, mais de chantier en cours, on est passé à près de 75-80, donc ça remonte bien. Oui, ça remonte bien, mais on était à 30. Le bâtiment, il y aura une deuxième vague qui est que les entreprises ont coupé leurs investissements et que donc tous les investissements qui donnaient lieu à des chantiers, voilà, enfin, les chantiers engagés, il faut les terminer. Ouais, mais ceux à venir. Mais c'est ceux à venir qui risquent d'être problématiques parce que ces entreprises qui n'ont plus de rentabilité vont réduire leurs investissements et vont en particulier réduire leurs investissements dans donc le le pire est devant nous, pardon. Le pire on revient est devant à la question de départ. Oui Est-ce que le pire pour l'emploi est devant nous? Pour l'emploi, le pire est devant nous. L'emploi et le chômage, c'est pareil. Pour l'emploi et le chômage, le pire est devant nous parce que effectivement, la première partie de la crise a non, parce qu'on dit ça y est, le confinement, on est en déconfinement, ça reprend progressivement, etc. Donc voilà, le pire n'est pas derrière nous. Le pire n'est pas derrière nous. Après, il y a quand même cette épargne qui peut être utilisée, massivement, et qui va faire que dans un certain nombre de secteurs, il va y avoir des opportunités. Donc, on va avoir un problème d'emploi, mais on va aussi avoir un problème sectoriel avec des secteurs qui vont être en perte de vitesse considérable, et d'autres qui peuvent bénéficier d'opportunités, au contraire. Donc, pensez à qui? C'est toute cette épargne qui va se reporter de ce qui était avant en restauration, hôtellerie, vers d'autres types de consommation. On ne sait pas quelle est la part qui sera reportée, qui sera vraiment consommée. Non, mais même s'il y en a la moitié qui est reportée sur les achats d'automobiles, les achats de biens d'équipement avec crédit. Patrick Artus, que vous connaissez, me disait ce qu'on voit en Chine, c'est que la consommation reprend, encore de manière sélective, pas dans les restaurants et tout, mais pour des achats coup de cœur, plaisir, mais tout ce qui est associé à du crédit, donc voiture, bien équipement pour la maison, la Chine est un ne cas, repart pas. Ok, mais on n'est pas dans le cas de la Chine, parce que la Chine est un cas très particulier, dans lequel il n'y a pas eu de dispositif de soutien aux revenus des ménages. Donc, comparaison n'est pas raison. Oui, non, parce que les ménages n'empruntent pas parce qu'ils n'ont pas de revenus. Or, cet effet-là, en France, pour le moment, tant qu'on n'a pas d'effet massif sur l'emploi, on ne l'a pas. Et la classe moyenne supérieure qui a télétravaillé et qui a maintenu ses revenus et qui a épargné, elle va consommer. Donc c'est un petit peu différent de ce point de vue-là. Et elle peut continuer d'emprunter à des taux qui sont très très bas. Donc c'est pas du tout clair qu'on aura la même structure que celle qu'on a en Chine. Il y a quand même des grandes différences entre la Chine et l'Europe. On finit là-dessus sur les prévisions de taux de chômage. Je repense qu'il n'a rien à voir, enfin c'est lié, mais Jérôme Powell disait dans une interview qu'il a donnée cette nuit qu'il voyait, je crois, 20 ou 25% de chômeurs aux États-Unis au plus haut de la crise cette année. Nous, on sera où au plus haut? Ce qui ne veut pas dire qu'on va y rester. Bien en dessous de ça. Non, mais bien sûr. Merci. Mais pourquoi on sera bien en dessous de ça? Parce qu'il n'y a pas de chômage partiel aux États-Unis. Ouais. Donc c'est toute la différence. C'est-à-dire, on parlait de 10 millions de chômeurs s'il n'y avait pas eu de chômage partiel. Mais il n'y a pas de chômage partiel aux États-Unis. Donc c'est ce qui est en train de se produire. Donc on va aller vers où? Vers 10% de chômeurs, 11%? Enfin, oui, enfin, si on se tient sur la crise de 2008, on peut avoir une augmentation de... La crise est plus violente qu'en 2008, ça a marqué. La crise est plus violente que 2008, courte. Oui et non. Pas en termes d'impact sur le revenu des ménages, par exemple. Vous voyez, c'est en termes de production. De croissance. De croissance. On va faire a priori du moins 8, moins 10, là on a fait du moins 3 en 2008. Oui, mais on n'aura pas moins 10 sur le revenu des ménages, loin de là. Et donc ça change tout, parce que dans une économie, c'est quand même ça qui porte une grande partie de la consommation. Donc, c'est un peu tôt pour dire combien on va être, mais on est sur des augmentations de chômage qui sont de l'ordre de quelques points, et pas de 10 points. Du taux de chômage. Même s'il y a 500 000 demandeurs d'emploi en plus en 2 mois, oui, mais selon si vos calculs au FCE, et je vous cite. Non, mais si 500 000, ils correspondent à l'arrêt total de l'activité et aux gens qui sont sur des contrats courts. On parlait du bâtiment. Qui seront peut-être réembauchés derrière. Mais voilà, à partir du moment où il y aura... ça, c'est la partie très flexible de l'économie française. Donc, ils ont été licenciés tout de suite, mais c'était à un moment où il y avait moins 30% d'activité. Donc, quand il y aura moins 20%, moins 15%, moins 10% d'activité, ils vont retrouver un emploi très rapidement. Bon, voilà, merci en tout cas. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Bye.